Bonjour, on se retrouve sur Radio Campus Montpellier dans Mediazap, la nouvelle émission consacrée à la politique, tous les mardis de 11h à midi. On est toujours avec David. David, rebonjour. Bonjour. Et on est maintenant avec notre invité qui est arrivé après quelques soucis techniques. Bonjour, Quentin Allard. Vous êtes militant au Front de Gauche, c'est ça? Alors je suis militant au Front de Gauche, mais avant au Parti de Gauche, donc a fortiori au Front de Gauche, hein, et cela depuis 2 ans et demi maintenant, voilà. Très bien, donc tu vas être à fond dans cette campagne présidentielle? Entre autres, oui, oui. Très bien, donc on va commencer par une revue de presse. La presse, cette semaine, s'est intéressée à l'intervention télévisée du chef de l'État devant 16 millions de téléspectateurs, très, très gros chiffre d'audience. Alors la presse, évidemment, a beaucoup varié d'interprétations. Pour l'Humanité, c'est jusqu'au bout du quinquennat les mauvais coups. Pour Libération, elle annonce un président perdu, alors que Le Monde pense que le candidat Sarkozy parie sur le modèle allemand. Alors que pour Le Figaro, c'est les réformes choc de Sarkozy qui vont relancer la croissance. Vous avez regardé l'interview présidentielle ou... Je l'ai regardé, de toute façon, sur 3 chaînes sur 6 le rediffuser, ou peut-être même plus, mais en tout cas des chaînes publiques. Ce que je dirais, moi, de ce discours-là, c'est que il y a 2 choses. Tout d'abord, il y a l'attitude de Sarkozy qui... maintenant, on le sait, va être, dans le cadre de la campagne présidentielle, le candidat de la responsabilité grave, de l'austérité assumée, qu'il faut absolument faire, et sans alternative autre. Donc c'est la fatalité, mais il faut le faire absolument. C'est des sacrifices collectifs, et il met pas du tout en évidence, et c'est normal c'est son projet politique, hein, les cadeaux qui sont faits aux plus riches. Et puis parallèlement à ça, donc des attaques massives et franches, qui vont toujours plus loin, là où il reprend le programme du MEDEF, hein, donc c'est la baisse du coût du travail, c'est des coupes dans les dépenses publiques, et puis c'est un alignement sur le modèle allemand qui est soi-disant le super bon élève de l'Europe, voire même international, qu'on serait censé aduler, quoi. Donc et sur un modèle compétitif sans limite, où quand bien même il peut parler de taxation sur la finance internationale, mais bon, c'est bien que c'est des taxations mineures qui sont liées à la période qu'on traverse, qui est très profonde de crise, hein, très grave, où de toute façon il peut pas faire autrement que aborder à minima ce sujet-là. Mais donc voilà, c'est des attaques libérales très fortes, c'est un petit peu de taxation sur la finance pour faire genre en façade, et puis ensuite c'est la responsabilité. Je pense que ça sera ça, quoi. En 2007, on a eu le slogan travailler plus pour gagner plus. Là, ce sera le président qui assume, quoi. On reviendra après avec vous sur le programme que vous proposez en alternative, donc en cas d'élection. La revue de presse cette semaine, c'était aussi le programme de François Hollande annoncé jeudi dernier pour Libération, qui titre de gauche. Pour les Échos, c'est une hausse d'impôts. François Hollande joue carte sur table. Pour Le Figaro, c'est la hausse d'impôts pour programme. Est-ce que, comme Libération, vous trouvez que le programme d'Hollande est de gauche? Moi, je pense qu'il y a un programme, le programme du Parti socialiste est pas vraiment à gauche aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont pu surprendre dans les discours de François Hollande et aussi dans ses 60 propositions, notamment sur la suppression ou enfin la taxation des stock options, séparation de banques de dépôt, banques d'investissement, un certain nombre d'éléments qui sont avancés à sa gauche, avec d'autres mesures pour rompre en fait avec le capitalisme financier aujourd'hui, et puis créer des brèches vers un autre système. Mais parallèlement à ça, c'est quand même un président qui est dans un calcul, qui est dans un débat de chiffres permanent pour assurer un équilibre face à l'austérité, donc qui intériorise l'austérité et le libre-échange aujourd'hui, donc il combat pas vraiment les traités européens qui se sont appliqués. Et bon, il l'a prouvé, hein, quand ils ont voté, les socialistes, pour ce traité-là en 2005, et puis même avant, hein. Et puis donc d'autres mesures aussi liées à des redéploiements de postes, mais pas une création massive de fonctionnaires comme ça peut être le cas, où en fait c'est la sphère publique qui reprend en main en fait tout ce dont elle a été dépecée petit à petit au profit du privé, et donc pas de cap
il donne aucun cap vers un autre système, un autre régime. On change pas de constitution. Enfin, donc voilà, je dirais que c'est du saupoudrage social. Et un projet politique qui reste un peu creux et dont on reste sur sa faim, puisque on se dit ah d'accord, très bien à faire ça, ok, il est dans la maîtrise, il a l'air sérieux, raisonnable, mais après qu'est-ce qui se passe? En fait ça sera aussi l'austérité, et puis il donne aucune autre perspective. On reviendra d'ailleurs sur vous proposez la 6ème République, on y reviendra par la suite. La revue de presse aussi s'est intéressée aux confidences faites en off à des journalistes cette semaine par Nicolas Sarkozy, où il annonçait que s'il perdait la présidentielle, il abandonnerait toute la vie politique. Libération titre déjà abattu. Est-ce que vous pensez que le président est abattu et se sait des faits, ou vous pensez qu'il a des chances Moi, ce que j'aperçois de la situation, c'est que déjà avoir une situation complètement larvée là de non-candidature annoncée, alors qu'on le sait très bien, ça prouve bien qu'il y a une tentative de dispersion de la droite, en fait, où on se range derrière ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la responsabilité du mandat jusqu'à la fin. Donc ça sera vraiment ça jusqu'à la fin, avec des mesures à appliquer coûte que coûte. Et un candidat, un représentant de la droite, Juppé, qui affronte Hollande en débat sur des paroles et des actes, alors que Juppé était ou apparaît comme un concurrent en fait à Sarkozy dans la droite, et puis une droite qui petit à petit se délite un petit peu en fait, ou partirait divisée dans cette bataille-là, et donc ça ne peut que nous être profitable. Mais après bon, tout ça ce sont des combats permanents à mener. Il y a des voix qui vont se répercuter sur l'extrême droite, comme on le voit, hein. L'extrême droite reprend des voix qui lui ont été volées auparavant, et puis sûrement en gagne davantage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les quartiers populaires, on se rend compte que, alors bon, je dis ça, mais ça à l'appui d'un sondage récent que j'ai lu dans l'Humanité Dimanche, qu'on a, disons, Sarkozy est très très bas dans les classes populaires, et le hold-up qu'il a fait en 2007, il est mal parti pour le refaire. Alors par contre, il y a l'extrême droite qui monte, hein. On y reviendra à cette question de l'extrême droite et des classes populaires. Voilà, ceci dit, je pense qu'on n'est pas, il y a des chiffres, il y a des sondages, et après ce qu'il faut regarder, c'est des dynamiques et des histoires. C'est deux choses différentes. Parce que à un moment donné, si on regarde le front de gauche aujourd'hui, c'est pas uniquement la somme de petits scores locaux, c'est une dynamique d'ensemble, et celle-là, elle donne un autre visage, une autre couleur à des batailles, à des scores qu'on peut faire, quoi. On retrouvera après cette revue de presse pour le programme, les analyses politiques, notamment une longue partie sur l'extrême droite et les classes populaires, comment vous voulez la combattre. On a vu que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup attaqué l'extrême droite. À la une de vos hebdomadaires, vous trouverez l'Humanité Dimanche 2012, candidat et classe populaire, le divorce. Alors je vous demande simplement de répondre rapidement, que faire pour remédier à cette fracture entre les classes populaires et la classe politique qui leur apparaît très éloignée de leurs problèmes? Ce qu'il faut, il faut refaire de la politique, en fait. Il faut refaire de la politique, et puis être plus clair sur des programmes, et puis aussi être dans l'implication collective liée aux choix qui nous concernent tous. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une société qui creuse de plus en plus les inégalités, et dans laquelle il y a d'un côté des zones de plus en plus sinistrées, et de l'autre des zones qui sont réhabilitées, transformées, qui sont accueillantes, et dans lesquelles et dynamiques. Donc je pense que comme disons la défiance de ceux qui habitent les quartiers populaires à l'égard de la classe politique, elle se généralise de plus en plus aussi, mais elle est avant tout le fruit d'un environnement social et économique qui fait que ce sont les premières victimes de la crise et des violences au quotidien. Donc comment est-ce qu'on peut y remédier? Pour y remédier, il faut avoir c'est à un moment donné, c'est quel chapeau d'ensemble on peut avoir pour justement faire en sorte qu'on réduit les inégalités et qu'on remet justement la place de chacun au cœur de nos l'humain d'abord. C'est le slogan. C'est dans votre programme. Et
la répartition des richesses et le fait qu'à un moment donné, on ait égalité tous en droit. On est tous libres et égaux en droit. Et donc, comment est-ce qu'on essaye de le maintenir au maximum pour que chacun puisse bénéficier de ces droits-là au maximum et puisse jouir d'une liberté, quoi. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est une transformation profonde et globale à avoir. C'est mettre l'humain d'abord, une nouvelle constitution institutionnelle et aussi populaire, et en même temps, c'est quel programme social et économique on mène. À la une de Marianne, cette semaine, vous retrouverez Élysée, panique à bord et 16 pages d'enquête sur 8 millions de Français qui vivent avec 1 000 euros par mois ou moins. Ensuite, pour l'Express, vous aurez le vrai bilan de Sarkozy. Alors là, je pose peut-être la question la plus compliquée du Sarkozy, de l'émission. Citez-moi une grande réussite du président actuel. Pour vous, est-ce qu'il y a un élément qu'il a réussi dans son mandat? Je pense qu'il a réussi à faire une chose, c'est à remettre sur le tapis la question de la lutte des classes et de la répartition des richesses. Je pense que ça s'est illustré dans la dernière bataille sur les retraites. Et on a enfin pu redonner ces titres de noblesse à certains fondamentaux en fait de la gauche de combat, de la gauche à la fois révolutionnaire et puis aussi dans la radicalité concrète. Donc il a permis de nous faire avancer sur ce terrain-là, quoi. Vous n'avez pas, je sais que ça vous fait mal au cœur, mais un vrai point positif. Ensuite, je vous demanderai son plus gros échec pour vous, mais un vrai point positif, par exemple l'intervention en Libye ou le crédit impôt recherche. Je sais qu'il y a des défauts. L'intervention en Libye, pour vous, c'était pas une bonne chose? Bah non, c'est pas une bonne chose l'intervention en Libye. On est dans un contexte d'affrontement impérialiste. Où en fait le Moyen-Orient est un laboratoire dans une théorisation de ce qu'on appelle le choc des civilisations. En Libye, il y avait Kadhafi qui était un dictateur depuis longtemps et qui a été accueilli par Sarkozy et qui petit à petit, face à qui on s'est dit en fait on va l'éliminer, on va en mettre un autre à la place pour des intérêts économiques. Et donc il y a eu une sorte d'intifada. Il y a eu une attaque des puissances occidentales contre Kadhafi pour à la fois assurer des intérêts économiques et puis aussi mettre en place des personnes qui leur sont plus dociles, comme c'est le cas avec Abdel Jalil et d'autres du CNT, quoi. Je pense que ça d'un côté. Après le crédit impôt recherche. C'est une supercherie le crédit impôt recherche puisqu'en fait c'est des exonérations qu'on fait aux entreprises pour qu'ils puissent investir dans le cadre de la recherche. Moi je pense que on ne doit pas fonctionner comme ça au cas par cas où les investissements des entreprises elles sont ciblés, elles sont orientées sur de la recherche plutôt appliquée, immédiate et grâce à laquelle ces entreprises-là puissent tirer un profit. Et donc, face à ces investissements-là, on va avoir un manque de prélèvement au sein de l'État qui ensuite peut être distribué dans les dépenses publiques et dans l'intérêt général. Moi, je pense qu'il faut que, à un moment donné, s'il y a participation des entreprises, que ces entreprises elles participent nationalement dans le cadre d'impôts communs, ou que sinon cet argent-là soit prélevé par l'État et ensuite réinjecté dans le cadre de la recherche, mais pas que ça se fasse complètement de manière dispersée, erratique, où les entreprises elles investissent comme ça, quoi. À la une de Challenge cette semaine, peut-il encore gagner? C'est évidemment Nicolas Sarkozy. À la une du Figaro Magazine, ça revient sur l'histoire des pieds noirs. Et à la une de Courrier International, une question de relations internationales, qui peut battre Obama? C'est un sujet qui vous intéresse, les élections américaines et les primaires républicaines, ou pas du tout? Comme ça pour vous, hein, pas... Oui, ces élections-là sont intéressantes, puisque disons que dans la diplomatie, dans les relations diplomatiques, les États-Unis occupent une place centrale, hein, rien qu'à voir au niveau de l'ONU, le droit de veto qui est exercé par les États-Unis peut bloquer toute forme de processus. Et on a vu ce que ça a coûté récemment avec la demande de l'autorité palestinienne d'être membre de l'ONU, ou sinon, et puis bon, du coup, ça a été de l'UNESCO. Donc oui, en effet, moi je pense que quoi qu'il arrive dans un pays, et de surcroît si c'est un pays qui a une
qui a une puissance de développement importante et qui a une économie importante, eh ben ça aura un impact sur les autres. Comme en France, c'est le cas. Si le front de gauche est au pouvoir, l'effet de levier, il sera important. Il y aura des choses qui pourront se passer. Donc aux États-Unis, là actuellement, la bataille, elle va être féroce, mais on se rend compte qu'il y a des candidats républicains qui sont pas peu organisés en fait, qui sont peu enfin qui ont un programme pas vraiment établi, très caricaturaux, comme ils savent très bien le faire, mais sans vraiment pouvoir entraîner derrière des populations. Et puis en face de ça, Obama qui a réussi à faire un certain nombre de mesures sociales, mais qui a failli sur un grand nombre de ces mesures importantes. Et du coup, ça sera un débat, mais à l'américaine, très avec des supporters, et puis un programme autour de l'entrepreneuriat libre, généralisé, comme le grand rêve américain, quoi. Mais c'est important de savoir un petit peu quel impact ça pourra avoir. Cette revue de presse est désormais terminée. On se retrouve après une chanson pour le débat politique. Il y aura une première partie consacrée à l'analyse politique de la situation et une seconde partie exclusivement sur le programme du Front de gauche. On se retrouve tout de suite après une chanson. Clic, clic, clac font les flics de la BAC quand ils ôtent les menottes. Mis au clapier par les poulets, un boulet au pied, l'oiseau est en cage pour vol. Chanteur de rap and roll et novice de la cambriole. Un petit rossignol, lavabo, chiotte, plumard, perchoir, 9 mètres carrés de territoire. Rapaces et pigeons piégés, les méchants sont mélangés. Le petit oiseau prit les auréoles. Et c'est un moment de ne pas passer à la casserole. Chante, petit rossignol. Petit rossignol. Chante, ça rapproche un peu le ciel. On s'endurcit, on s'habitue, la liberté c'est qu'une statue et les moineaux chient dessus. Les trémolos dans sa voix sans issue font vibrer la tôle. On plane dans cet air sans parole. Petit rossignol. Petit rossignol. Ça rapproche un peu le ciel. Ma colombe, je t'ai foutu la paix. Loin de moi, ma tendre et chère, t'es comme une flèche fichée dans ma chair. Mais cette plaie me plaît. Sentimental, j'arnaquerai, mais dans le respect du code pénal. Je me ferai plus serrer, je vais me réinsérer. Commercial, je veux plus vivre ça. J'espère que je replongerai pas. Cet oiseau, c'est notre échymose, notre hématome. Il part pour la promenade. Est-il la cause ou le symptôme dans ce monde malade? Sur cette planète folle qui élève en hors sol de petits rossignols. Chante,
On se retrouve dans Mediazap pour le débat politique avec notre invité Quentin Allard. Une interview d'une demi-heure, celle-ci sera entrecoupée par la diffusion d'une musique pour vous laisser respirer. La première partie sera consacrée à la politique pure, à l'analyse de l'actualité politique, alors que la seconde sera consacrée au programme des candidats à l'élection pour que vous, auditeurs, puissiez vous faire un avis sur les propositions concrètes de chacun. Donc bonjour Quentin, je rappelle que tu es militant au Front de Gauche depuis 2 ans et demi. Ma première question sera simple. Pensez-vous que ton candidat puisse être au second tour de la présidentielle et remporter l'élection? Bah oui, je le pense bien, et c'est bien pour cela que je milite, mais avant tout, je pense que c'est quand même lié à une orientation politique. Soit on considère qu'on fait une candidature de protestation ou de témoignage, soit à un moment donné on dit que on peut prendre le pouvoir et on va prendre le pouvoir. Et parce que je pense que le cadre de ce qu'on a de révolution citoyenne dont on parle, il se fera justement en étant au pouvoir, et aussi en ayant une mobilisation sociale et une pression quasi permanente, où l'idée c'est qu'elle le soit, et qu'on puisse avoir justement un va-et-vient permanent entre des réorientations globales de la politique qui est menée vers un cap idéologique, et puis en même temps vers un idéal, et puis en même temps en ayant une ébullition sociale permanente pour que des choses se mettent en place, qu'il y ait des initiatives qui soient prises, qu'il puisse y avoir une pression sociale sur ceux qui exercent des mandats, etc., etc. Donc en fait c'est global, et puis ce que propose le Front de Gauche, c'est prendre le pouvoir, mais qu'on le prenne avec lui en fait. Donc brièvement, vous êtes un parti de gouvernement et pas uniquement contestataire. Je vous pose cette question parce que si j'avais un militant Europe Écologie Les Verts par exemple, bon, il aurait peu de chances quand même d'accéder à la fonction suprême. Donc parti de gouvernement, c'est sûr. Je réfute un peu, je récuse un peu l'idée de parti de gouvernement, parce que le fait de gouverner ne veut pas dire que par essence on a un parti de gouvernement, quoi. C'est on pense que dans la période il est important de pouvoir gouverner, mais gouverner dans un autre cadre institutionnel, pour que justement on puisse faire des réorientations majeures et profondes du système actuel. Donc le cas d'Europe Écologie Les Verts, je sais pas si on en parle là, mais non, c'était pour dire que tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir ils ont accéder fait à la le choix fonction d'être suprême. dans une situation uniquement de gouvernement et de gestion, sans ayant une dynamique et une mobilisation derrière, quoi. C'était pour justifier la question. Je pense que la comparaison est importante. Donc, selon vous, quels sont vos atouts, vous devez convaincre les électeurs, par rapport aux autres partis de la gauche de la gauche? Le NPA, qui présente un candidat, Philippe Poutou, et Lutte ouvrière, avec Nathalie Arthaud. Nos atouts, c'est que, en fait, on crée les conditions pour qu'il y ait une recomposition de ce qu'on appelle l'autre gauche. Donc c'est à partir d'un séisme social important qui s'est fait ressentir en 2005 sur la campagne contre la Constitution européenne, qui ensuite a basculé vers un traité européen, le traité de Lisbonne. On s'est rendu compte que ce séisme profond-là a plongé la gauche, ou ceux qui se revendiquent de gauche, sur l'échiquier politique, dans une crise de positionnement, en fait. Et donc a jailli ou a rejailli, puisque c'est des choses qui jaillissent et qui puis rejaillissent de manière cyclique, ce choix-là, cette rupture entre d'un côté le libéralisme, ou ceux qui le soutiennent, même modérément, même en se le cachant, et puis d'autres qui décident de l'affronter. Et à partir de ce séisme-là, une recomposition s'est opérée, et en essayant, dans le combat politique, de créer une unité dans cette autre gauche-là, sur une base, est-on unis, c'est d'être unis dans les luttes, et puis ensuite d'être unis dans les urnes, en essayant d'avancer au maximum des réformes, des mesures, et puis aussi dans des combats concrets, des projets qui soient en rupture avec le système capitaliste et son développement libéral actuel. Donc voilà son atout, en fait, au Front de Gauche, c'est que il crée les conditions d'un combat collectif et émancipateur. Et ensuite, il a un projet politique qui est accessible, qui est démocratisé, avec des mesures de rupture et globales. Et puis ensuite, il réfléchit à comment est-ce qu'il peut amplifier en permanence la dynamique pour que, ce soit un mouvement de masse, quoi.
Jean-Luc Mélenchon a fait 2 émissions de télé avec beaucoup d'audience, des paroles et des actes sur France 2 où il a réuni beaucoup de téléspectateurs. Et On n'est pas couché chez Ruquier. Il est dans une bonne passe actuelle dans la campagne, les observateurs le reconnaissent. Il approche des 10% dans les sondages. Pour vous, comment poursuivre cette bonne marche ? Eh bien, pour la poursuivre, il faut être à la fois présent sur le terrain et ingénieux. Il faut pas refuser un débat. Il faut arriver à intégrer un maximum de personnes dans de nouvelles manières de faire de la politique, comme c'est le cas avec les assemblées citoyennes. Et puis ensuite observer petit à petit l'amplification qu'on peut faire. Donc, je pense qu'on a franchi une première étape où c'est l'étape 0, c'est déjà d'avoir un programme. Le programme, c'est pas exactement tout ce qu'on va faire, mais au moins c'est un squelette, c'est une trame, c'est ce qui peut constituer d'ailleurs une sorte de mandat, quoi. Enfin, là-dedans, voilà, il y a des perspectives, il y a des pistes, il y a des mesures immédiates, et après il y a des mesures à long terme. Et puis ensuite, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer les 99% là-dedans, quoi. Vous reprenez le slogan des indignés. En parlant de sondage, en analysant le vote Mélenchon, on s'aperçoit qu'il a ses meilleurs scores chez les cadres supérieurs et les professions libérales et les plus faibles chez les ouvriers. Pourquoi ce paradoxe ? Parce que c'est historique. On parle de Sarkozy, là. Non, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Pardon, Ses meilleurs scores chez les ouvriers, chez les cadres supérieurs et les professions libérales et les plus faibles chez les ouvriers. Oui, d'accord. Alors là, moi, je pense pouvoir apporter un certain nombre d'éléments de réponse là-dessus. Moi, je pense que ce qui serait déjà intéressant de regarder, c'est le rapprochement en fait de la classe ouvrière, ou en tout cas le soutien que peut démontrer, enfin que peut démontrer la classe ouvrière à la gauche, disons radicale, ou sinon celle qui avant était représentée par le Parti communiste, et puis aussi par les courants trotskistes qui, aujourd'hui sont dans une passe un peu difficile. Maintenant, il y a le front de gauche, mais c'est en fait le soutien de la classe ouvrière. On s'est rendu compte qu'en fait, depuis plusieurs années, des études sociologiques le montrent qu'en fait, il y a le parti majoritaire de la classe ouvrière, c'est l'abstention, en fait. En 2010, au régional, on a 70% d'abstention de la classe ouvrière, et qui est lié à plusieurs éléments. Déjà des grandes mutations dans le travail, donc avec des délocalisations, avec une transformation profonde liée aux nouvelles technologies de la communication et de l'information, avec une nouvelle organisation aussi du travail, avec la contre-révolution, parce que ça n'a rien d'une révolution managériale, et puis donc une classe ouvrière, une industrie qui aussi s'est affaiblie petit à petit. Donc la classe ouvrière se sentant abandonnée, en même temps en ayant peu de perspectives politiques proposées, donc une défiance. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que certes, même si elle est inférieure, enfin même si elle est encore faible, ça commence à se retisser, ça. Ça commence à se retisser. Et en fait, ce qui se fait au niveau du... Je vais venir aussi au cadre, parce que c'est important. Ce qui se fait de la classe ouvrière, je pense, au cadre, et puis ensuite aux intellectuels, tout ça, c'est qu'en fait, dans un système actuel où on voit bien que la finance est un ennemi commun, et que c'est vraiment toujours une petite minorité une oligarchie en fait qui concentre les pouvoirs et qui capte les richesses. Eh bien, comment est-ce qu'on peut s'associer les uns les autres sur un autre modèle en changeant les données en fait. Et du coup, ça gagne du terrain. Et après, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'observe en tout cas que de la classe ouvrière aux économistes atterrés, et puis en passant par les cadres, puisque tu en parlais, les idées du front de gauche, elles avancent parce qu'elles sont cohérentes, sensées, et construites. Pourtant, dans les intentions de vote des ouvriers, pour le moment, on est à 39% pour Marine Le Pen, 6% pour Mélenchon. Je vous cite, j'ai regardé le Marianne de cette semaine qui s'interroge sur le vote Marine Le Pen, et il y en a un qui dit notamment un employé de banque de bon niveau, donc une cible électorale pour le front de gauche notamment. Je suis au Crédit Mutuel de Bretagne, vous savez combien il gagne le patron? 80 000 €. Il faut s'insurger contre cela. Là, vous êtes d'accord, les deux camps. Mélenchon, il a quand même été dans le système, et puis il est pour la régularisation des sans-papiers. Ça, c'est rédhibitoire. Ne pensez-vous pas que cet écart dans les sondages avec Marine Le Pen
il n'est pas aussi dû au fait que vous voulez régulariser les sans-papiers, donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales, ce pourquoi les ouvriers seraient contre. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un travail de fond en fait. Il y a un travail de fond à mener face à des violences au quotidien que subissent les travailleurs et notamment la classe ouvrière avec des licenciements, des délocalisations, la baisse du coût du travail en permanence. Et que donc, dans des contextes de crise économique, les relents nationalistes et puis en plus teintés d'opportunisme, parce que voilà, l'extrême droite nationaliste a toujours été très opportuniste en fait dans les contextes politico-économiques. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à combattre cet état de fait là? Donc moi je pense pas qu'il y a une position innée une position innée dans chaque individu qui compose la société par classe sociale. Je pense qu'il y a des intérêts qui s'entrechoquent, qui s'affrontent. Et puis après il y a un positionnement qui est lié à dans quelles conditions on vit. Ce que je pourrais rajouter aussi par rapport à la question de la régularisation par rapport à des sans-papiers et tout ça, c'est qu'en fait, c'est quelle crédibilité on peut avoir, là où en fait d'un côté il y en a qui avancent la haine, la crainte et le repli sur soi, pour dire que en fait l'immigration c'est pas un problème. Et ça a toujours été un slogan de l'extrême droite, l'immigration. Je veux dire, sur la participation économique des travailleurs étrangers, eh bien, on se rend compte qu'on y gagne plus que ce qu'on peut financer en fait. Je veux dire, les recettes liées à l'activité économique de tous les travailleurs étrangers sur le territoire, elles nous permettent d'avoir une marge de 10 milliards sur à un moment donné ce qui est dépensé en termes de sécurité sociale, d'allocation familiale, etc., etc. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on combat des choses qui sont infondées et qui alimentent de la crainte, de la haine et du coup de la division. Il y a gros débat sur ces chiffres sur l'immigration. Le FN parle d'une perte de 50 milliards, ils veulent financer leur projet en partie comme ça. Bon, ça, les auditeurs, je les laisse trancher sur les chiffres, je ne suis pas spécialiste de l'immigration. Mais Jean-Luc Mélenchon c'est presque insulté Marine Le Pen en la traitant de semi-démente. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne stratégie ? Il faut pas mieux aller sur les programmes, sur le fond. Si, il faut aller sur les programmes, mais après il faut appeler un chat un chat. L'extrême droite aujourd'hui est un ennemi et le sera toujours. Et puis que l'on combat avec la férocité qu'exige la période. Actuellement, on est dans une phase de crise du politique, mais qui a été amorcée, qui a été aussi produite par des choix politiques précédents de la classe libérale, de la classe dirigeante, et une crise économique qui a aussi approfondi cette crise politique-là, et puis aussi une crise démocratique. Donc dans ce contexte-là, je veux dire le discours protestataire, d'opposition, mesquin, de repli sur soi, haineux que porte l'extrême droite, malheureusement peut faire écho. Mais après, comment est-ce que dans une bataille rationnelle, on peut dire que ce que dit Marine Le Pen sur la sortie de l'euro, en fait, c'est dénué de toute forme de stratégie politique. C'est juste pour afficher une position un peu, idéologique, même pas idéologique, mais c'est une position liée à la construction européenne telle qu'elle, et puis très nationaliste. Comment est-ce que sur la question de l'avortement, en fait, c'est aussi lié à une histoire chrétienne. Qui traverse l'extrême droite et très pieuse et royaliste. Comment est-ce qu'aussi on peut, sur la question de l'immigration, démonter les propos, etc., etc. Mais en fait, si on creuse le programme de l'extrême droite, on se rend compte que c'est un danger généralisé pour la société, quoi. C'est à un moment donné, on redistribue pas les richesses, et au niveau de l'éducation, de l'université, c'est on approfondit encore plus l'autonomie et donc les inégalités entre les territoires et la mise en compétition. On fait en sorte que les technocraties qui se mettent en place et qui organisent la politique locale, elles sont maintenues, renforcées par les mandarins locaux aussi. Enfin, voilà, l'extrême droite, il faut savoir que c'est quand même on peut pas dire que c'est non plus le fascisme, mais en tout cas c'est le chaos, c'est un chaos généralisé qui profite toujours aux ultra riches et pas à la population.
On vous retrouve, Quentin, après une bande sonore. À tout de suite. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une à une dandinée sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort et la note est ta mère. Et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé. Et ta mère. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, et qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à la hache? Tu le voulais morner, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu te fais prendre, arrête de crier comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes dans ton corps, une à une dandinée sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort et la note est ta mère. Ta mère, ta mère. On se retrouve avec Quentin Allard pour la partie d'interrogation sur le programme qui malheureusement sera un peu courte. On va commencer par une question sur l'Europe, c'est très important en ce moment. Vous affichez votre volonté, comme le Parti Socialiste et une partie de la droite, de permettre à la BCE de racheter des titres de dette. Comment comptez-vous convaincre les Allemands alors que pour le moment on a échoué? Bon, déjà... Moi, je peux donner des éléments d'ensemble là-dessus, mais je suis pas non plus économiste. Ceci dit, j'essaie de lire au maximum ce qui nous concerne tous, et notamment au niveau économique. Donc moi, ce que je peux dire sur cette histoire du rachat des titres de dette par la BCE, c'est qu'en fait, c'est le seul garant d'une souveraineté monétaire, quelle que soit l'échelle à laquelle on est. C'est qu'en fait, soit on considère que le circuit du prêt et de ce qui fait de la dette publique, il démarre d'une banque centrale publique, puis ensuite il passe par une banque privée qui elle-même ensuite la prête à un État. Soit on considère que ce circuit-là, il est normal, il est juste et puis vertueux. Soit on se dit qu'en fait, ça ne permet que de créer de l'argent sur de l'argent, puisque les intérêts gonflent du fait de ce qui est exigé par les banques privées, et que il est beaucoup plus légitime que l'argent soit directement prêté par des banques centrales, comme ça pourrait être le cas avec la BCE. Maintenant, il faut voir la construction, la construction de la BCE depuis Maastricht, avec le traité d'Amsterdam, en passant par le traité de Lisbonne. Et donc, en fait, il y a une interdiction de la Banque centrale européenne de prêter directement aux États. Ceci dit, il y a des économistes, dont notamment Jacques Généreux,
des économistes atterrés, donc Michel Husson et d'autres qui me viennent pas là, enfin Frédéric Lordon, etc., qui disent que bon, il existe un compromis, le compromis de Luxembourg de 66, qui peut permettre justement, dans un contexte actuel, de prêter directement, enfin, qu'un État puisse exercer sa souveraineté monétaire d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, que dans le cadre de l'Union européenne actuelle, il y a pas de conditions qui sont posées pour exclure un pays. C'est difficile d'y rentrer, mais pas de l'exclure. Et que de toute manière, dans l'histoire de l'Union européenne, il y a peu de pays en fait qui ont respecté les cadres de traité. Si on regarde les 3% de dette publique sur le PIB du pacte de stabilité, si on regarde un certain nombre d'autres éléments, on se rend compte que ça a peu été respecté, et même peut-être le plus souvent par l'Allemagne, qui nous est vanté comme le pays dont la croissance, l'économie, le productivisme est le meilleur, ce qui est pas vrai. Et donc, ce qui veut dire que il pourrait y avoir des possibilités de désobéir. Mais désobéir, c'est pas désobéir pour désobéir, c'est désobéir avec un projet de transformation de la BCE, du cadre européen actuel. Je suis un peu long, désolé. Et aussi de pouvoir apporter d'autres perspectives aux autres pays de l'Union européenne, avec pourquoi pas une recomposition. Le discours de Mélenchon a des paroles et des actes, où à un moment donné il cite comme premier voyage dans l'espèce de saga sur si vous serez président, qu'est-ce que vous ferez à Alger. C'est central en fait. Ce qui est dit là, c'est à la fois un message de réconciliation et puis aussi d'ouverture face aux pays du Maghreb qui sont des pays frères, hein, du pourtour méditerranéen, et puis aussi d'autres perspectives au niveau de l'Union européenne. Donc bon, tout ça pour dire que des solutions il y en a, et que moi je pense que oui, des titres de dette, s'ils doivent être rachetés, c'est par une banque centrale, qu'elle soit nationale ou internationale. Très bien. On va parler aussi de la réindustrialisation qui est souhaitée par le Front de gauche. C'est quelque chose qui est dans tous les programmes. Après, les solutions diffèrent. Moi, je vais vous poser une question d'ordre économique. Vous voulez relocaliser des emplois en augmentant le SMIC à 1 500 € sur les 2 premières années, puis à 1 700 €. En même temps, aller à terme sur les 32 heures. Est-ce que c'est pas totalement irréaliste ? Ben non, c'est pas irréaliste. Enfin, déjà, si ça l'était, ce serait pas utile de mener les combats qu'on mène aujourd'hui, et qui sont dans une tradition historique, hein, de la gauche, de diminuer le temps de travail par rapport à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des travailleurs qui constituent la société. Et puis donc sur d'autres bases de répartition des richesses, et puis aussi de choix quant à cette activité, quant à l'exercice de ce travail-là. Donc tout simplement, moi je pense que vu la productivité actuelle en France, qui en plus est la meilleure, vu nos avancées technologiques, et à un moment donné nos capacités qu'on a à localiser de l'économie, à travailler, à avoir des projets industriels, etc. Pour moi, c'est pas insensé que des 35 heures on puisse passer aux 32 heures. Bon, ça c'est pas dans le programme, hein, la question des 32 heures, mais c'est au moins Allié. Ah, c'est les du 32 heures alliés. À terme. Il y a marqué à terme, aller vers la diminution de 32 heures. Parce que dans l'immédiat, c'est quand même c'est rendre opérationnel en fait les 35 heures. Donc c'est développé, c'est généralisé en fait les 35 heures. Vous voulez revenir sur la loi TEPA, notamment sur les exonérations de la fiscalité. Et donc relocaliser l'économie, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, je pense qu'il y a en effet un protectionnisme économique et censé en fait à avoir. Et quoi qu'en dise cet imposteur de Zemmour, qui à un moment donné rapproche le protectionnisme économique de l'extrême droite en permanence. Je l'ai vu lundi soir face à Chevènement, c'était scandaleux, quoi. Et bien en fait, protectionnisme économique, c'est tout simplement se poser des questions quant à nos critères d'importation, avec des clauses sociales, des clauses environnementales, et puis en même temps investir massivement dans l'économie du pays, avec aussi des coopérations, des partenariats,
mais sur certaines bases de relocalisation d'économie, avec de nouvelles formes institutionnelles, avec des scopes, etc. Eh bien, avoir un investissement pour que l'activité puisse se faire et que les travailleurs puissent conserver leur outil de travail, en fait. Voilà, conserver leur outil de travail. Et puis en même temps, avoir aussi des grands projets industriels, parce que c'est quand même ceux-là qui ont fait le dynamisme français, que ce soit sur... bon, voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas pu y revenir plus longtemps, notamment sur les grands travaux. Il y avait plein de questions, malheureusement. Le temps nous manque. On va passer à la question des institutions. Vous promouvez la 6ème République. Ça doit être la dernière question de l'émission, vu le temps. Est-ce que c'est peut-être pas la priorité dans un temps de crise, et il ne faut pas préférer une stabilité politique au lieu de faire une 6ème République? Bon, moi, je pense que oui, la 6ème République, c'est un élément essentiel. Si on regarde par exemple en 81, il y a eu dans le cadre du programme commun toutes les réformes importantes qui étaient mises en œuvre, et notamment dans le cadre de nationalisation, se sont fait retoquer en fait par le Conseil constitutionnel, en lien avec la 5e République qui était en place. Donc, soit on se dit qu'en fait, on a suffisamment de rapports de force pour que, par le biais de la population, on puisse trouver un contournement ou des manières de passer outre ce Conseil constitutionnel-là, ou de faire certaines modifications au niveau de la Constitution, sinon on considère qu'on change de Constitution. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait des responsables politiques comme Hollande et d'autres, qui d'ailleurs reprochaient au programme commun d'être trop archaïque, trop vieux, il faut être plus moderne, etc., et qui étaient farouchement attachés à la 5e République. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le cadre de la 6e République, c'est aussi pour qu'on puisse avoir plus de marge de manœuvre au niveau de notre programme économique et social. C'est aussi une manière de pouvoir impliquer massivement et sur d'autres formes l'ensemble des citoyens, de la population, à d'autres manières, de nouvelles manières de faire de la politique. C'est une manière de remettre le Parlement en fait au centre des débats et des décisions politiques. C'est une manière aussi de modifier le cadre des mandats. Donc c'est vrai qu'en somme, ça répond ou ça essaye de répondre à une crise démocratique qui est réelle, actuelle. C'est de défiance par rapport à la classe politique, des sphères comme ça, des sphères qui se détachent de plus en plus. Et puis, c'est aussi des conditions pour qu'on puisse avancer sur notre programme d'ensemble, de répartition des richesses, de planification écologique, etc., etc. Merci Quentin Allard pour cette interview. Je remercie évidemment Mathieu à la technique, David pour sa chronique. La prochaine émission sur Radio Campus Montpellier, c'est le Nez de Cléopâtre à 12h30. Vous pourrez nous retrouver sur Facebook sur la page de Mediazap. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau rendez-vous.